Alors, on va parler des décorateurs dans TypeScript 5.0. Tout ce que vous devez savoir. Mais avant de ça, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Sylvain Pontoro. Je co-organise le meet-up. Alors, généralement, je ne fais pas trop de talk, mais vu que là, j'ai poncé un peu ce sujet il y a quelques semaines, je me suis dit que ça pourrait être sympa de parler d'une fonctionnalité du langage. Voilà, je travaille en TypeScript Node. Je suis auteur d'un livre, je vais en parler juste après. Et je suis aussi Microsoft MVP. Qui s'appelle TypeScript Notions fondamentales avec Félix Billon, un autre organisateur de ce meet-up. Et puis, en fin d'année dernière, j'ai commencé à le mettre à jour. Et puis, là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a les décorateurs qui étaient en embuscade dans un coin. Et puis, au moment où j'avais mis à jour le chapitre, parce qu'il n'y avait rien à mettre à jour, et je me suis pris une balle. Voilà, ils étaient camouflés, clac, clac, et je me suis fait un peu avoir. Du coup, il a fallu que je pense un peu le sujet en partant des branches de dev et tout. Enfin, ça a été un peu compliqué. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion du coup de faire un récap parce que ça vient juste de sortir il n'y a même pas une semaine, je crois, une semaine et demie. Et donc voilà, du coup j'en ai profité. Alors qui a déjà utilisé Décorateur déjà? Pas tout le monde, donc c'est bon, le début va servir à quelque chose parce que j'ai eu un doute sur le coup. Déjà un décorateur, juste pour rappel, donc comme j'ai tout expliqué comme ça, c'est simple pour tout le monde. Donc c'est un pattern qui permet d'ajouter dynamiquement un comportement, mais pas sur n'importe quoi, sur un élément d'une classe. Donc les décorateurs, c'est vraiment propre à la programmation orientée-objet en TypeScript. Et pour ça, on a une expression de type annotation. Donc on met at et on met le nom du décorateur qu'on veut utiliser. Donc je pense que ceux qui ont déjà fait de l'Angular, ils sont déjà au courant de ce fonctionnement-là, puisqu'on va voir justement comment ça a démarré cette histoire. Donc déjà, il faut savoir que ça existe depuis longtemps, cette fonctionnalité dans TypeScript, depuis la 1.5, sortie en 2016. Et en fait, je ne vais pas refaire tout l'historique avec Angular, TypeScript Angular et tout ça. Mais en gros, l'équipe d'Angular, ils voulaient des capacités pour faire des métadonnées avec des annotations et de l'introspection, ce qui n'était pas possible en JavaScript. Du coup, au début, ils voulaient faire leur propre langage. Finalement, la team TypeScript a décidé de faire les décorateurs et toute la partie metadata dans le langage à partir de la 1.5. Et c'est sorti en fait officiellement avec Angular 2 en septembre 2016, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. En gros, c'était ça. Donc voilà. Donc, c'est sorti, mais ça s'appelait déjà Experimental Decorator. En fait, c'est sorti sans qu'il y ait vraiment une spec qui est fait au TC39. TC39, c'est ceux qui s'occupent de normaliser les fonctionnalités dans ECMAScript et dans JavaScript. Donc ça a été fait hors de ce cadre. Donc du coup, c'est considéré comme expérimental. Donc ça implique pas mal de choses. Donc déjà, premièrement, c'est que n'importe quel décorateur peut s'appliquer sur tous ces éléments-là en PO. Les classes, les méthodes, les propriétés, accessoires, paramètres, etc. Mais pour les utiliser, on est obligé de mettre dans la configuration TypeScript des flags emit décorateur metadata, experimental decorators. Si vous ne les mettez pas, vous ne pouvez pas les utiliser. Du coup, c'était assez bien couvert. C'est une fonctionnalité qui était assez large, qui a été pas mal utilisée. Donc, on retrouve différents types directement pour typer ces décorateurs. On a la capacité de faire des factories, passer des paramètres et on peut retourner un décorateur et il s'utilise comme un décorateur derrière. Ça, c'est vachement bien pour faire de la métaprogrammation. Et du coup, on a les métadatas avec une bibliothèque qui s'appelle Reflect Metadata qui permet d'ajouter dans JavaScript au moment de la compilation des métadonnées sur les types. Avec ça, on peut faire plein de trucs, on peut faire de la validation, enfin bref. Il y a plein de use cases avec ça qui sont sympas. Ouais, non, c'est bon. Je pense que c'est assez clair. Alors, plutôt que de vous parler de tous les détails, je vais vous montrer un exemple, ça va être plus simple. Alors, je vais refaire mon share pour ceux qui sont en stream. Hop. Ouais, je pense qu'on est bon. Alors, je pense que c'est un peu petit. Et puis surtout, désolé, je ne me suis pas préparé, mais je pense qu'en blanc, ça va aller mieux. Non, ça va comme ça? Ouais, j'y suis allé un peu franco. Alors, donc là, ici, j'ai fait un repo vite fait avec NPM Workspaces dans lequel j'ai une partie partagée. Juste vous montrer comment vous pouvez faire un truc en publish subscribe. Genre, je suis dans un objet, je change la valeur d'une propriété, je suis notifié quelque part qu'il y a eu un changement. Vraiment, c'est un truc basique. Hop, voilà, donc en gros, j'ai fait deux types. Donc, j'ai un message. Le message, alors, il n'est même pas générique, hein, c'est un truc uniquement pour faire ça. Je lui donne le nom d'une classe, une propriété, une ancienne valeur, une nouvelle valeur. Et j'ai un subscriber.
qui correspond à un class name pour matcher avec le message, et j'ai une callback dans laquelle je vais recevoir le message et je vais pouvoir réagir. Bon, bref, ici, j'ai fait toute une classe, voilà, vite fait. Je prends tous les subscribers, je file sur le class name, je les exécute. Ne faites pas ça chez vous, hein, il y a des librairies pour faire ça. Bon, là, c'est juste pour l'exemple. Et du coup, j'ai fait un subscribe et un unsubscribe. Comme ça, on peut rajouter le subscriber et on peut unsubscribe. Alors, je vous explique ça parce que j'ai les deux exemples qui marchent avec ça. Comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Du coup, je vais prendre la partie expérimentale de mon projet. Donc, comme je l'ai dit, du coup, il y a les décorateurs qui sont activés via les flags dans la configuration TypeScript. Et hop, je vais vous montrer. Donc, moi, mon exemple, il est assez simple. En fait, j'ai fait un décorateur assez rapidement en utilisant le type property decorator, qui fait partie de la librairie standard de TypeScript, qui est disponible ici si vous voulez voir le type. Il n'a pas un typage qui est extrêmement poussé. D'ailleurs, on va voir qu'avec les nouveaux décorateurs, on peut faire mieux que ça. Et du coup, donc moi, je ne me suis pas trop embêté. En gros, en faisant ce property décorateur, j'ai la target, donc la cible avec laquelle je veux décorer. Et donc, du coup, je vais récupérer cette cible-là en faisant un aseni pas très propre. Voilà, je l'avoue. Et je vais redéfinir un get et un set, donc, pour justement redéfinir les accessoires dessus. Et en fait, quand je fais un set, ni plus ni moins, je prends la nouvelle valeur et puis je publie directement pour avoir la notification. Et du coup, là, j'ai mon descripteur, je récupère les propriétés. Si j'ai un descripteur, je le redéfinis, parce que ça sert aussi à ça, les décorateurs, on peut redéfinir un élément d'une classe. Donc, du coup, je le fais. Et puis, voilà. Et donc, après, quand je l'utilise, c'est assez simple. Voilà, je fais un @publish changes et je le mets directement sur les propriétés. Et puis, dans mon index, je subscribe sur personne en disant dès que tu as un changement sur un élément qui est d'une classe personne, je veux récupérer le changement. Et du coup, j'instancie une nouvelle personne qui s'appelle Sylvain et je change son nom pour voir comment ça marche. Donc là, si je ne me suis pas trop planté, regarde, expérimental. Je ne suis pas dans le bon truc. Eh non, ouais. Je sors de bosser et je suis dans le repo de mon taf, évidemment. Grand classique. Voilà, ça démarre. Donc là, du coup, dès que j'ai affecté des valeurs dans ces propriétés-là, vu qu'elles ont été décorées et qu'elles utilisent le publish, en fait, ça se fait automatiquement. Voilà, c'est pour montrer l'intérêt. Avec ça, on peut faire plein de choses. On peut faire l'injection de dépendance. Ça tombe bien, il y a quelqu'un qui va en parler dans le troisième talk tout à l'heure. Je ne sais pas si tu le fais avec des décorateurs, mais voilà. Et donc, du coup, voilà, donc ça permet de faire pas mal de choses. Et je vais arrêter là pour cette première démo, premier exemple. Allô. It's not responding. OK. Voilà. Donc, si vous vous demandez, en gros, qui utilise ça, déjà, voici quelques exemples. Parce qu'en fait, Angular, ça repose principalement sur cette fonctionnalité-là. Il y a aussi Nest.js, qui est devenu assez populaire, qui en use et abuse. Et il y a aussi deux autres librairies qui sont pas mal utilisées. Donc, TypeORM, donc c'est pour gérer les données, un ORM qui fonctionne que avec les annotations. On met les différentes annotations pour sa base de données directement sous la forme de décorateur. Et du coup, le dernier, c'est Inversify, qui est un conteneur d'inversion de contrôle qui permet de faire dependency injection. Donc voilà. Donc tout ça, c'est bien, mais ce qui était important, c'est qu'en fait, dès qu'il y a eu ça dans TypeScript et dès qu'il y a eu le début de cette fonctionnalité-là, en fait, il y a un draft qui a été proposé au TC39 pour standardiser la fonctionnalité au niveau de JavaScript. Alors, ce draft, il a été très, très longtemps en stage 0, et à tel point que les gens se demandaient si finalement ça allait vraiment sortir. Et en plus, entre-temps, les décorateurs, il y a quand même cette perte d'intérêt, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont plutôt partis sur la programmation fonctionnelle, donc on n'utilisait pas vraiment. Et puis, en fait, une éternité plus tard, hop, bonjour, c'est TypeScript. Du coup, c'est passé en stage 3, et donc voilà, on s'en occupe. Passé en stage 3 début 2022. C'est pour ça qu'on fait un amalgame ECMAScript décorateur 2022, mais en fait, non, c'est pas encore sorti officiellement. Et c'est passé en stage 3. Là, je ne sais plus quand. Je me souviens plus. Je crois que c'était en début d'année. Donc, ça a été implémenté dans Babel en septembre. Et du coup, la team TypeScript, vu que Babel l'avait implémenté, ils se sont dit, allez, on y va. Donc, c'est disponible dans la 5.0 depuis une semaine et demie. Mais l'implémentation, elle est opérationnelle depuis janvier, en fait, dans la branche de dev. C'était déjà fonctionnel. On pouvait déjà faire tout ce qu'on voulait avec.
Alors, un petit problème d'animation, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, par contre, là, ce qui est important dans ce slide, c'est qu'il y a pas mal de différences. Donc, déjà, les différences, c'est les éléments qui peuvent être décorés avec un décorateur. En fait, on peut tous les décorer sauf les paramètres. Et les paramètres, on ne peut pas les typer, on ne peut pas récupérer les types au niveau du runtime. Et en fait, il n'y a pas de capacité d'introspection. Donc, en fait, il y a un autre proposal, OTC39. Ça a été divisé en deux pour éviter de bloquer les décorateurs ad vitam aeternam tant que le deuxième proposal n'est pas passé. En fait, il n'y a pas de paramètres. Donc là, Ami qui fait de l'injection de dépendance avec des décorateurs dans les constructeurs, vous ne pouvez pas avec ça. C'est pas possible. Donc, ouais, je vois des gens qui font la grimace. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Par contre, bon, il n'y a plus de requirement. Donc, par défaut, les décorateurs, c'est les natifs. Donc, en fait, si vous ne mettez pas les flags, c'est forcément les natifs. Donc, ça, c'est cool. Un autre point qui est vachement important, c'est au niveau de TypeScript, ce que ça couvre. On retrouve tous les types, mais au niveau du contexte, il n'y a plus de type par décorateur. Mais en fait, on verra qu'il y a un contexte de décoration maintenant. Et celui-là, il est typé. Je vais vous montrer après. Et en fait, on peut toujours faire des décorateurs factory. Donc, ça, comme d'habitude, pour ceux qui en faisaient déjà. Et au niveau des métadonnées, ça, c'est pas possible. En fait, la partie métadata, c'est pareil, il y a un proposal, ça n'existe toujours pas. Et donc, en fait, vous ne pourrez pas faire les scénarios que vous faisiez avant avec Reflect Metadata, c'est pas possible. Il faut garder en tête que les deux ne sont pas compatibles. Si vous activez les flags, vous ne pouvez pas faire les natifs et inversement. Donc, du coup, voilà, il faudra choisir. Je parlais du contexte tout à l'heure, qui est assez important, c'est qu'avant, il n'y avait pas vraiment de contexte. On prenait le type dans TypeScript et puis on se débrouillait avec ça. Maintenant, c'est assez cadré. Il y a une API qui est assez claire. Et quand on va décorer un membre d'une classe ou la classe, on va récupérer une instance d'un objet contexte qui contient un certain nombre d'informations sur l'élément qui est décoré. Donc, il y a kind, c'est quel est le type de l'élément, une classe, une méthode, une propriété, enfin un getter, un setter, un auto-accessor, parce qu'il y a aussi auto-accessor, je vous montrerai ça tout à l'heure. Il y a le nom, c'est le nom de l'élément. Donc là, du coup, directement, on n'a plus besoin de faire target quand on faisait une classe .constructor.name. Enfin, je sais que moi, je faisais pas mal de ça. C'était un peu chiant. Là, une qui permet d'exécuter un bout de code au moment où l'élément va s'initialiser dans son cycle de vie. C'est une instance d'une classe. Quand je la créerai, l'initializer, il va se déclencher. Donc voilà, donc ça permet de faire les trucs un peu plus proprement. Et après, il y a 3 autres propriétés qui sont propres à tous les éléments, sauf les classes. C'est est-ce que l'élément est statique, pouvoir gérer le statisme, est-ce qu'il est privé, donc pour savoir s'il est privé ou pas. Entre-temps, on a eu les private fields, donc du coup, il faut les gérer. Et le dernier, c'est access. En fait, access, ça permet de récupérer la référence réelle de l'élément qui est décoré et de potentiellement savoir si un objet, il le contient ou pas. C'est pas encore très clair parce qu'en fait, au TC39, la spec, quand elle est sortie, c'était clair pour personne. Et même l'équipe TypeScript a créé une issue pour dire vous êtes sûr vraiment que c'est ça parce que ça n'a pas l'air de marcher en fait. Alors, il y a eu un débat pendant plusieurs semaines. Donc, ils l'ont implémenté comme c'est dans la spec, mais c'est pas impossible que ça change dans les prochaines semaines ou peut-être à la spec de la prochaine spec. C'est pas encore clair. Il va peut-être y avoir un changement. Et on sait que des fois, c'est arrivé dans ECMAScript, notamment, je pense, au pipe, qui était stage 3, de repasser stage 1. Enfin, c'est pas impossible que ça repasse stage 2 parce qu'il y a un truc qui manque. Enfin, voilà. Mais normalement, c'est censé pas bouger. C'est censé rester comme ça, de ce que j'ai vu. Voilà, donc je disais, c'est pas compatible avec les expérimentels décorateurs. Et en fait, il n'y a plus de type vraiment au niveau TypeScript pour typer les décorateurs. Donc en fait, il faut se mettre en tête qu'un décorateur, ça correspond à cette signature-là. En gros, il y a une cible, il y a un contexte et il y a un retour. Où il n'y a pas de retour. Et donc, du coup, basé là-dessus, on peut faire en fait la définition de tous les décorateurs comme ça. Donc, une classe, la cible, c'est le constructeur de la classe. Le contexte, c'est le type classe décorateur contexte. Donc, celui qui contient justement kind, name, add initializer, ces éléments-là. Et le return, c'est la target. Donc, par exemple, pour la classe, le retour, c'est le constructeur d'une classe. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va le manipuler. Éventuellement, on va en renvoyer un autre si on a besoin. En fait, on le fera avec un return. Et donc, du coup, en fait, en vrai, c'est comme ça pour tous les éléments, en tout cas pour les méthodes aussi. Mais par contre, il y a des exceptions. Comme par exemple, ici, pour les fields, en fait, c'est pas le field qui est renvoyé, la target est undefined. Parce qu'en fait, quand on instancie une classe, il n'y a pas de valeur dedans, donc on ne peut pas connaître vraiment le type qu'on est en train de cibler. Dans la spec, c'est pour ça que c'est undefined par défaut. Et en fait, quand on return, on peut lui renvoyer une fonction qui initialise la valeur par défaut du champ, en fait. Donc, c'est un peu... il y a un truc mental avec ça.
Ça, c'est très bien pour injection de dépendance, pour faire des propriétés qui s'auto-injectent. Quand on va l'initialiser, on va appeler le système d'injection de dépendance, on va mettre la valeur dedans. Mais c'est pas... Enfin, moi, je les ai utilisés pendant presque 1 mois et demi. C'est pas le truc le plus intuitif, j'ai trouvé. C'est un peu bizarre. Mais je comprends que ça a été fait comme ça, mais j'attends de voir qu'est-ce que les gens vont en faire, en fait, pour de vrai. Et pour les assesseurs, il y en a 3. Avant, il y en avait 1, en gros. Et là, maintenant, il y en a 3. Il y en a un pour le get, un pour le set, et un pour les auto-assesseurs. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité d'auto-assesseur. Elle est sortie en 4.9. Je vais vous la montrer juste après. Maintenant, quand vous êtes à partir de TypeScript 4.9, vous n'avez plus besoin de mettre getSet si vous faites juste lire et retourner la valeur ou reset la valeur. Vous pouvez utiliser un auto-assesseur. Il va générer le fil privé et le get et le set d'un coup avec une seule ligne de code. Voilà. Donc là, il y a un type pour les gérer. Et c'est l'exemple que je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà. Bon, désolé, c'est pas mal d'informations. Ah oui, merci, Lilian. Merci, sinon, on recommence. Hop. Voilà. Alors, hop. Donc, en me rebasant sur le publish subscribe que j'ai fait, j'ai créé un autre décorateur. Ah, c'est comme par hasard. Ouais, c'est normal. Hop. Voilà. Parce qu'en fait, VS Code est toujours en TypeScript 4.9. C'est pour ça. Donc là, du coup, cette fois, j'ai écrit publish changes, mais cette fois, je peux typer ça correctement avec des génériques. Donc, en fait, sur la fonction décoratrice, je peux lui passer le petit class et petit value pour typer ça correctement. Il va automatiquement faire référence. Donc là, du coup, on se retrouve quand même avec un truc qui est un peu plus clean. Et donc, voilà. Donc là, ici, j'ai fait un scénario dans lequel je vais mettre le publish sur un auto-assesseur. Donc, en fait, à partir du moment où je vais utiliser le class assessor décorateur target et class assessor décorateur class, si j'utilise ce décorateur-là sur un getter ou un setter, ça ne va pas marcher. Il faut impérativement que ce soit un auto-assessor. Donc ça, c'est géré aussi. C'est plutôt pas mal. Et donc, du coup, ici, je fais exactement la même chose. En fait, depuis la target, je récupère le getSet parce que l'auto-assessor, il contient les deux. Et en fait, je redéfinis les fonctions comme j'ai fait avant. Cette fois-ci, j'appelle un getCallThis parce que du coup, on peut appeler directement get. Le contexte, il est bindé correctement. Et donc, du coup, on n'a plus besoin de faire de la bricole avec des binds et tout ça. On peut faire un call directement dessus. Et le this est passé directement là, il est typé correctement. Il correspond au contexte de la classe. Donc, en fait, il n'y a pas de bricolage. C'est fait automatiquement. Ça, c'est géré dans la spec. Donc, du coup, c'est plus clean. Et du coup, je fais un set dans lequel je fais un publish. Puis à la fin, je fais un call avec la nouvelle value. Donc, en fait, là, le code, il est quand même beaucoup plus simple. Voilà, il y a moins de bricolage par rapport à celui que je fais avant. Et dans l'utilisation, c'est exactement pareil. Voilà, il n'y a pas de différence. C'est exactement la même chose. Donc, au niveau de l'index, je fais exactement la même chose. Voilà. Donc, c'est fait exactement la même chose. Donc, j'ai fait exactement le même décorateur, pas sur le même élément décoré, mais le même comportement. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas auto-assessor, en fait, c'est ça. C'est le mot-clé assessor. Peut-être vous l'avez vu passer. En fait, voilà. Donc là, je mets le mot-clé assessor dessus et ça me génère un champ privé, un getter pour retourner la valeur et un setter pour setter la valeur. Donc, j'ai pris le scénario le plus advanced parce que c'était la dernière fonctionnalité au niveau des classes qui était sortie. Voilà, voilà. Donc, du coup, alors, je vais recouper mon partage et ça va encore bugger, mais c'est pas grave. Je reprends mes slides. Donc voilà, donc en gros, c'était là, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir, grosso modo. Il n'y a pas d'autres éléments. On verra qu'est-ce qu'ils vont nous sortir cette année. Est-ce qu'il y aura les prémices de la partie metadata avec les paramètres, ça, je ne sais pas encore. Du coup, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup d'informations. Et puis, si vous avez des questions, c'est bon. Ah, toi, tu n'as pas le droit aux questions. C'est décidé. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit aux questions parce qu'on en parlera tout à l'heure autour d'une bière. Vu que je sais que tu adores les décorateurs, il n'y a plus personne qui pourra parler si tu commences à poser des questions. Ok, une. Les décorateurs pour les méthodes à l'intérieur d'objets, mais pas pour les fonctions normales. Eh oui, mais parce qu'en fait, le décorateur est une fonction. Donc déjà, de base, c'est un peu bizarre.
Mais en fait, le pattern décorateur, bah, tu fais une fonction en utilisant le pattern et ça fait la même chose. Il n'y a pas besoin de décorateur pour décorer une fonction. Bien sûr, il y a plein de gens qui posent souvent cette question-là. En fait, finalement, tu n'en as pas vraiment besoin. C'est une fonctionnalité qui est vraiment dédiée à la PO et uniquement à la PO. Et si vous faites un décorateur avec une fonction, il suffit juste de reprendre la même signature de fonction et de rappeler l'autre fonction, etc. pour ajouter un comportement. Donc, il y a d'autres manières de le faire. Bon. Je m'attendais à ce que quelqu'un pose cette question. J'avais potassé le sujet. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Je sens que ça va être dur. Là. Je sens que je vais avoir une question difficile là. Juste que tu montres sur la démo, si, comme c'est fortement typé, tu prends des breaks, tu utilises des décorateurs dans des endroits. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas montré. Parce qu'avec les anciens, c'est à nous de choisir, c'est à nous de le faire. Mais avec les... Ah. Donc oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vu que là, tout est full typé. Hein, l'erreur, c'est en gros, c'est un auto-assesseur. Et en fait, lui, il s'attend à ce que ce soit, du coup, pas celui-là, en fait. Donc oui, c'est géré. Et du coup, maintenant que c'est bien typé, on peut même faire des T-classes extend. Et comme ça, du coup, on a tout le typage qui s'exécute. On peut tout guarder et tout. Enfin. Et enfin. Ouais, vas-y, Terence. Ah mince, pardon. Bon, alors pour ceux qui étaient dans le stream, j'ai enlevé assessor dans mon exemple. Voilà, c'est juste pour montrer que ça marchait. Excusez-moi. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Je pense que c'est bon là, non? Voilà. En fait, il y avait assessor avant et j'ai uniquement changé pour montrer que ça ne posait pas de problème. Et pour anticiper ton autre question, le fait qu'on puisse faire un extend sur les T-classes, ça permet de faire des décorateurs qui sont spécifiques et qui correspondent à des implémentations d'interface. Et là, on est au maximum de... Avant, il fallait faire du bricolage. Des fois, on arrive à le faire avec des décorateurs factory, mais ce n'était pas toujours super facile. Bah, maintenant, tout est prévu. Et le contexte, je vais le remontrer ici, mais vu qu'on type à partir de là, en fait, tout est propagé aux différents éléments qui sont utilisés dans l'API des décorateurs, et donc, du coup, on n'a plus de problème. Donc, voilà. Moi, j'ai une question, en fait. Donc, bon, maintenant, les décorateurs ont été dans TypeScript. Maintenant, est-ce que tu conseillerais l'utiliser sur les projets qui sont déjà assez énormes? Cette question, je ne vais pas me faire des copains. Et voilà, est-ce que tu conseillerais l'utiliser surtout des développeurs juniors? Alors, la question, c'est maintenant que c'est normalisé, enfin qu'il y a une spec, est-ce que je conseillerais l'utilisation des décorateurs et est-ce que je les conseillerais à des débutants? Je vais répondre à la deuxième partie. Pour les débutants, je dirais non. En fait, c'est une fausse facilité. C'est assez compliqué à utiliser dans la réalité. Tous ceux qui ont fait de l'Angular et du Nest, ils savent, je pense, de quoi je parle. Donc, pour les débutants, pas trop. Après, si on fait de l'APO et qu'on a besoin de rajouter dynamiquement des comportements à ces classes, aux éléments des classes, bah, c'est une fonctionnalité qui est quand même assez pratique, plutôt que de bricoler avec des fonctions et tout. Enfin, peut-être vaut mieux utiliser décorateur, voilà, que ce soit un peu plus propre, quoi. Surtout que là, maintenant, c'est quand même bien cadré. Donc, voilà. Mais pour des débutants, ce n'est pas la fonctionnalité que je donnerais en premier. Donc, en fait, c'est quand même une bonne pratique. Une bonne pratique en PO, en tout cas, c'est quelque chose qui correspond aux autres langages de programmation traditionnels, comme Java ou C#. Tout le monde a des annotations à un système comme ça. Donc oui, du coup, pour faire de la PO, c'est très bien. Voilà. Alors, tu as levé la main avant, donc je ne t'oublie pas. Oui, j'ai du mal à voir la nuance entre accessoire et public. Entre Avant, on ne mettrait pas juste en public accessoire. Ah, bah c'est oui, alors. Oui. En fait, la question, c'est, je vois pas le rapport, enfin, je vois pas trop pourquoi on met accessoire alors qu'on pourrait mettre public. Accessoire, en fait, cette question est revenue plusieurs fois. En fait, depuis le private field, soit tu as public, soit tu as privé pour de vrai au runtime. Et en fait, les gens se retrouvaient souvent. Alors, je pense que cette fonctionnalité-là, je pense que ça a été fait pour des gens qui viennent d'un langage de programmation objet traditionnel, où justement ces capacités-là existent déjà pour éviter la redondance du code au niveau de je retourne la propriété qui est privée, parce que je respecte l'encapsulation, le premier principe de l'APO. Et donc, du coup, je mets le champ privé, je fais un get pour le renvoyer, je fais un set pour l'insérer. En fait, finalement, ce mot-clé-là, il permet de réduire tout ça à une ligne. Mais ceux qui font du JavaScript depuis longtemps, ils savent que tout est public, tu vois, par défaut. Donc, de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme tu le sens. Mais moi, personnellement, je l'utilise pas trop. Tu vois. Je l'utilise pas trop. J'attends plutôt de voir comment ça va évoluer avant de l'utiliser, parce qu'au final, comme tu dis, je le mets pas, c'est pareil, en fait. Ouais. Alors maintenant, il y a un cas utile, oui, parce que du coup, vu que tu peux le décorer, tu peux aussi récupérer via l'assesseur l'élément privé qui a été décoré et manipuler les getters-setters.
Donc, en fait, le problème des auto-assesseurs, c'est que c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée pour les décorateurs. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Hein. Ça a été fait avant, ça a été spéqué avant, ça a été shippé dans le langage avant pour le use case des décorateurs. Mais aujourd'hui, oui, si tu n'utilises pas les décorateurs, est-ce qu'il y a un intérêt à l'utiliser? Je pense moyen. Et si tu fais des décorateurs avec Mascript, bah oui, là, tu vas trouver un use case. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Vas-y, je te... Oui, c'était pour rebondir sur le sujet des décorateurs. Vu que moi, je viens d'Angular, globalement, le décorateur que j'aime beaucoup utiliser, c'est pour du memorize. En fait, du coup, tous mes champs en Angular vont être memorize, c'est-à-dire que... Ouais, c'est un bon cas, ça. Et là, en fait, ça ne recalcule pas la fonction à chaque fois. Ça retourne le memorize. C'est pour faire du cache, quoi. Exactement. Ouais. C'est pas mal. Ok, donc un feedback, le memorize en Angular pour faire du cache comme décorateur, c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête ici? Bon, après, si vous avez d'autres questions, je ne pars pas très loin, donc n'hésitez pas. Du coup, merci à vous. Merci à vous.